Gary. Mais s'il te plaît, rectifie mon âge. C'est 75 et non 76. Tu sais, à notre grand âge, un an, ça compte. 75. Je rectifie, mais ce que j'avais dit demeure, n'est-ce pas? Je reste accroché, cramponné à ce que je disais tout à l'heure. Cette femme extraordinaire, je vous dis bonjour à 75 ans. C'est déjà toute une vie, Michel. Mais merci, Gary. Je voudrais te remercier de me recevoir ce matin et surtout de me donner l'opportunité de m'exprimer pour la première fois sur cette date historique de notre départ de Haïti le 7 février 1986. Je salue aussi ton équipe de journalistes chevronnés que j'écoute de Paris chaque jour de la semaine. Je salue respectueusement aussi le peuple haïtien pour lequel je garde toute mon affection. Et si tu me permets, Gary, comment ne pas remercier la France qui nous a reçus et qui nous protège jusqu'à présent? Michel, merci. Michel, qui Jean ou t'as vécu premier moment départ là, le 7 février 1986? Et tu peux répéter la question, Gary, s'il te plaît? Moment ça, départ là, 7 février 1986. Bon, tu sais, partir loin de son pays et recommencer une nouvelle vie sur une terre étrangère n'est jamais facile pour quiconque, qu'au président, qu'au madame président, qu'au simple citoyen. La diaspora peut en dire même plus long. Ça a été un déchirement pour Jean-Claude. Ça a été un déchirement pour nos deux familles respectives et pour moi. J'avais des enfants en bas âge. Quand j'ai épousé Jean-Claude en 1980, et quelques jours avant le 7 février 1986, il a pris la décision de quitter le pouvoir. Je n'ai pas hésité une seconde à le suivre en exil. Ne déplaise à certains médisants. Il a pris cette décision après la mort malheureuse des 3 jeunes écoliers des Gonaïves. Une mort que j'ai toujours déplorée, que Jean-Claude a pleuré ce jour-là. Jean-Claude n'a jamais donné l'ordre de tirer sur la foule. Mais il a toujours su d'où venait ce complot. Je m'abstiendrai de balancer un ou des noms. Ils se reconnaîtront. Allô, Madame Bennett? Oui, je vous écoute. Maintenant, Madame Bennett, il y a un peu de monde qui a pu suivre, qui a attendu l'émission. Hein? Et comment ou te vivre 7 février à même? Alors là, on parle de monter en exil là. Comment on vit début exil là en France? Maintenant, jour 7 février ça, comment on vit les mêmes, Madame Bennett? Bon, quand le président a appelé l'ambassadeur américain pour lui demander le transport et qu'il a eu l'ambassadeur de France et aussi le Quai d'Orsay pour qu'il nous reçoive en France, il avait demandé l'asile au président Mitterrand à ce moment-là, qui a dit « Je vous attends, venez ». Tout de suite, j'ai suivi la décision. Jean-Claude ne connaissait pas les États-Unis. Il faut que je vous dise aussi que pendant les 14-15 années de sa présidence, Jean-Claude n'a jamais fait un voyage nulle part. Il s'est retrouvé à 19 ans et il était comme obligé d'accepter cet héritage de son père. Il n'a pas eu son mot à le dire. Et personne n'a jamais pensé à ce jeune homme de 19 ans qui accepte des charges qui étaient peut-être trop pour lui à ce moment-là. Et quand il a décidé de partir et que ce serait la France, il n'était pas question qu'il aille aux États-Unis. Il avait seulement demandé le transport. J'entends beaucoup dire qu'ils ont dit, Jean-Claude a tout mené jusqu'à la fin. Il a décidé de partir pour ne pas se salir les mains. Parce que, entre vous et moi, entre l'armée qui lui était fidèle et les volontaires de la sécurité nationale
que vous appelez vulgairement les tontons macoutes, ils étaient à sa disposition. Jean-Claude a décidé qu'il ne voulait pas. Le problème vient surtout qu'on l'ait empêché de remettre en question la présidence à vie. Moi, je lui avais dit de remettre en question la présidence à vie et de se présenter. Mais on m'en a empêché. On lui a dit la présidence à vie ne se négocie pas. Vous dites on. De qui est-ce qu'on a parlé? Est-ce que c'était les gardiens, Gary, je parle de la France de première manière? C'est qui oui. Qui dit la présidence à vie ne se négocie pas? Ah, il manquait tout, il me ça. mais Gary, ça venait de la frange dure du valériste qui voulait pas perdre leurs petits intérêts. C'est toujours comme ça. On vit la même chose maintenant. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Quel souvenir marquant gardez-vous de vos années au Palais National? Il y en a plein, Gary. Il y a des souvenirs familiaux d'abord, parce que moi, je me suis toujours occupée de ma famille avant même de la fonction de première dame. Grâce à Jean-Claude, j'ai eu l'honneur de servir mon pays. Les souvenirs marquants, c'est... ma vie était menacée chaque jour. Ça a été un combat pour moi chaque jour. Je sortais du secteur privé pour tomber directement au Palais National. Excuse-moi, mais j'ai pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition. Non, j'ai pas eu de transition. Et beaucoup de duvaléristes ne voulaient pas de moi. J'avais tout contre moi. Jean-Claude n'avait jamais été marié et il a été président à l'âge de 19 ans et sous l'influence de certains duvaléristes et certains membres enfin bon. Et voilà qu'il se marie. Je n'étais pas celle qu'on voulait. Chaque duvalériste avait une fille qu'il voulait que Jean-Claude épouse. Et tout était contre moi. Je n'étais pas catholique, j'étais anglicane. Et c'est un président de religion catholique qui se marie au pouvoir. Il a fallu que le Vatican annule mon premier mariage. Gary, j'ai vécu mon petit bordel à moi. Ça a été très difficile jusqu'au jour du mariage, le 27 mai, je ne savais même pas si j'y arriverais à l'église. C'était tellement conspiration et hostilité, ou pas de connaître sur la privée l'église parce que ou pas fin quoi mariage à ta fête. Ah non, je savais au fond de moi, parce que Jean-Claude le voulait. Mais les pièges étaient là de chez moi, le cortège pour aller à l'église, pour aller au palais d'abord et ensuite à l'église. J'ai vécu une hostilité pendant toutes mes années au palais de certaines personnes. Et heureusement que tu sais, dans la famille Bennett, on dit toujours en créole, l'or fait bien, les tourner pour. Et ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours béni, si tu veux, dans un sens. Et est-ce que problème classe à couleur a été posé qui fait mariage là pas possible? Parce que vous parlez de mulatresse qui a venu prendre un petit nègre et au pouvoir, etc. Parce que mulatio avec mon secteur privé pour le prendre, pays à mais tonton Macoutio, est-ce que le problème ça t'est posé? Et si oui, comment t'as vécu? Gary, tu sais, problème mulatresse, problème ça a toujours existé, surtout par les hommes politiques qui l'utilisaient leurs besoins. Mais au fond, Gary, si on regarde ça, trois carnets politiques haïtiens, ils ont une maîtresse dominicaine, cheveux soie couleur claire, alors qu'ils ont bonnes oreilles. Ok, ils ont utilisé seulement pour besoins politiques. Là, qui ça me déranger, yo? Là, qui ça me déranger, au PB n'est pas dans l'opposition. Ok, je travaillais. D'ailleurs, je ne pas tant Jean-Claude pour me gagner une belle rade, ni belle bijou. D'ailleurs, le mariage Jean-Claude lui dit, madame, mais il y a plus comme ça, c'est moi, puis toi, me fais attention.
Tu comprends? Qui fait affaire couleur, ça. Tu sais, dans la famille Bennett, depuis que je suis toute petite, on reçoit tout le monde à notre table. Où t'es capable bien archevêque ligondé à table, et pour t'es un paysan du Boyne, dans même table, que papa me menait passer week-end Pétionville. Qui fait, c'est pas un bagage qui t'est atteint moi, à faire couleur. Et en saute une étape rapide, puisque nous pour nous parler de ça, mais grand pile bagay a dit dans l'histoire, et moins des historiens qui ont démenti, ou moins tout, grand pile monde qui a kembe. Aujourd'hui, je me et pose une question ça. Est-ce que Jean-Claude Duvalier était parti avec un pile l'argent? Question ça tout le temps. Dans un répondre à question ça. Gary, à l'époque de Jean-Claude, il n'y avait pas autant d'aide qu'il y a eu toutes ces années, ces 40 dernières années. Toute l'aide internationale ne pouvait pas être détournée par qui que ce soit, parce que c'était contrôlé par les différentes agences gouvernementales étrangères. Alors, à qui comme pour Jean-Claude Despatie? Qui tout comme dans des chiffres 800 millions, et de l'homme dit augmenter. Je préfère passer ça en dérision. Jean-Claude n'était pas un homme d'argent, comme François Duvalier n'était pas un homme d'argent. Haïtien toujours pas oui, il y a pas de couronne nu pana, et 800 millions, il y a l'autre qui dit non, c'est 900 millions. Jean-Claude, mais de quoi on parle là? Comment vivre 40 ans exil ça? Jodi à la 40 ans après, comment vivre li? Bon, tu sais, Gary, ça a été un déchirement pour nous. Mais j'ai eu une vie de famille en arrivant en France à m'organiser. Et naturellement, on a eu la protection. Et le président François Mitterrand recevait beaucoup de pression, même de son gouvernement, pour nous demander de repartir. Et avec les Américains, son premier ministre à l'époque, Fabius, Fabius avait demandé qu'on aille dans un pays africain. Entre toi et moi, je connais si je t'ai voué dans un pays, ça nous t'a boulé. Eh bien, j'ai tenu ferme. Parce que Jean-Claude était dans un état second. Il n'arrivait plus à réagir quand on venait d'arriver en France. On avait le service secret français qui nous donnait soi-disant de la protection, mais en même temps il a espionné nous. Ça n'a pas été facile. Tous les enfants de la famille qui étaient en bas âge étaient malades. J'avais le médecin presque 24/24. N'oublie pas qu'on était à Taloir, là où le froid était vraiment intense. À ce moment-là, j'ai réagi. J'étais la seule à pouvoir réagir. Et un jour, le premier ministre français a envoyé quelqu'un à l'hôtel où on était à Taloir pour nous demander de partir. Il y a un avion américain qui nous attend maintenant sur le tarmac de Genève. Je dois te dire, on était à 1 heure de Genève, mais en France. À ce moment-là, Jean-Claude me dit, tu vas le recevoir avec moi. Je lui ai dit, pourquoi? Tu ne peux pas le faire seul. Il me dit, je te demande d'être là. Je lui ai dit, si tu me demandes d'être là, c'est parce que tu veux que je m'en occupe. Est-ce que tu m'autorises à lui dire ce que je veux? Il me dit, je te donne carte blanche. Quand il est arrivé, cet émissaire du ministère, du Premier ministre, qui était en bisbille avec Mitterrand, parce que Mitterrand leur disait, foutez la paix au Duvalier. Et cet émissaire est arrivé, en sortant son blabla, comme on dit, il y a un avion qui vous attend, vous ne pouvez pas rester en France, l'opinion publique si, vous êtes un embarras pour nous, dictateur ceci, dictateur cela. À ce moment-là, je me suis mise debout, je lui ai dit, monsieur, vous êtes dans mon hôtel parce que c'est moi qui paye tout l'hôtel ainsi que la sécurité que vous me donnez. Je ne vous dois rien. Monsieur le président Mitterrand
nous a demandé de venir après notre demande, on y reste. Et je l'ai foutu à la porte, Gary. À ce moment-là, nos avocats qui étaient présents, comme dit Haïtien, ils mettent deux mains dans la tête, ils disent, oh Seigneur, je dis, écoutez, si vous ne pouvez pas l'écouter aussi, ce que je dis, je vous prie de prendre la porte. Et ça a été ça, et voilà comment on est resté en France. On a pris des avocats, on a demandé l'asile politique, et les procédures étaient longues, et voilà, on y est jusqu'à présent. Sinon, il y a envoyé nous Kai John Doe en Afrique. Et j'ai eu une conversation avec le docteur Jean Filius qui vit actuellement aux États-Unis, et M. t'a raconté, et il y a un historien haïtien qui est Daniel Supplice, écrivain, qui dit le dernier moment, dans la salle, dans le dernier l'heure pour te gagner, dans la salle, ça te gagné Jean-Claude ou même Avel. Est-ce que vous songez au moment ça? Bon, j'ai écouté Daniel, qui est un grand ami de la famille. Je ne sais pas dans quel moment tu penses qu'il a dit que j'étais là. Non, c'est pendant nous aller à dernier jour nous aller à tout pendant nous aller à dit dans salle. C'est ça docteur Félix. Donc m'a le temps de encore. Donc Kounia bon me pose une question, me connais ça qui doit ou qui doit pas dire toute bagaille. Et qui j'en peut séparer Jean-Claude? Qui j'en peut séparer avec 107.7 FM stéréo. On avait une vie, je pensais, familiale, mais c'était plutôt de mon côté. Et des anciens amis de Jean-Claude ont commencé quelques mois après à arriver et à nous visiter. Moi, je voyais ça plutôt naïvement d'un œil bienfaisant, mais je n'avais pas compris qu'ils étaient en train de lui monter la tête contre moi. Et à mon grand étonnement, j'ai reçu en 1990 un papier de divorce signifié par un huissier français. Gary, je suis tombé dans les pommes et j'ai été malade pendant 15 jours sans pouvoir réagir. Où on m'a signifié un divorce fait à mon insu en République dominicaine, là où Jean-Claude et moi n'avaient jamais encore mis les pieds, qui m'a été République dominicaine, pardon. En 90, à ce moment-là, j'ai pris la décision de partir avec mes enfants. J'ai pris un appartement sur la Croisette et j'ai décidé, pour protéger mes enfants, parce que, d'après ce que j'avais compris, il voulait que le président, que Jean-Claude aille vivre en République dominicaine avec mes deux enfants que j'aurais jamais revu dans ma vie. Les Haïtiens m'ont toujours critiqué ou quitté parce que le pas président encore. Il faut que ça cesse et je te remercie de me donner l'opportunité d'en parler. Je n'ai jamais voulu me défendre. Moi, je suis comme ça, Gary. Never complain, never explain. Mais comme tu me poses la question, je suis en droit de te répondre. J'ai élevé par la suite seul mes 4 enfants et j'avais le devoir de protéger ma famille. J'ai eu Gary pendant que je vivais seul avec mes enfants à Cannes. J'ai été attaqué et protégé par la police française pendant près de 3 mois parce que quelqu'un de l'entourage de Jean-Claude avait décidé de me tuer et d'enlever mes enfants. Mais, tu sais, Gary, l'homme a une chance ou gagne la vie, parce qu'on va me faire mal. Ce qui m'a sauvé ce soir-là, j'étais absente. Mes deux derniers, Nicolas et Anya, étaient avec leur père à Mougins, et j'étais sorti dîner avec mes 2 fils aînés et mon chauffeur. L'attaque s'est faite en mon absence et ces imbéciles, les gangsters qu'ils ont envoyés, leurs hommes à tout faire, c'était des étrangers en provenance de l'Allemagne qui les ont recrutés.
ces cons se sont trompés d'appartement et ils ont attaqué un couple qui était au-dessus de moi. Et c'est comme ça que le lendemain matin, j'ai été réveillée par la police française qui m'a mise en sécurité, qui ne me laissait pas 24 sur 24. Et par la suite, la pression étant trop forte, j'ai déménagé, j'ai pris mes 4 enfants et je suis partie vivre à Paris. Et qui c'est à vous que t'es derrière ça? Ou bien non? Roger Lafontaine, Gary, et quelques autres. C'est difficile pour moi de citer le nom de Roger Lafontaine. Il est mort maintenant. Mais tu me demandes de te dire la vérité, je te le dis. Michel, mais pourquoi, Roger? Pourquoi? Roger, tu sais, il fallait qu'on m'élimine autour de Jean-Claude pour qu'il finance leur saloperie en Haïti. Roger avait besoin d'argent. Le divorce dominicain, Roger vivait en République dominicaine. C'est lui qui a fait tout ce faux divorce. Pour 600 000 $, Gary. Moi, j'ai annulé ce divorce avec 35 000 $, avec l'aide de Théo Achille qui a voulu me représenter en République dominicaine. Et je l'ai fait annuler. Et je remercie chaque jour Théo Achille. Faux. Le divorce Oui, était faux. c'était un faux divorce. Parce que, Gary, je n'ai jamais mis les pieds en République dominicaine. Pour divorcer, il faut être présent. Jean-Claude n'avait pas jamais mis les pieds en République dominicaine. Alors, Théo Achille a aimablement accepté, vu notre amitié, d'aller pour moi en République dominicaine, prendre un grand cabinet d'avocats, si c'est pas le meilleur, en République dominicaine, pour annuler ce divorce où j'étais pas présente. Et Jean-Claude non plus. Et c'est à ce moment-là, avec cette annulation, j'ai demandé moi-même le divorce en France parce que je voulais être sûr que j'ai la garde de mes enfants. Madame Bennett, j'ai 2 ou 3 questions bien rapidement posées. Et en tant que première dame, qui ça, Madame Bennett, ou te gagne comme influence sur le pouvoir Jean-Claude Duvalier? Je dois rétablir quelque chose. Quand j'ai épousé Jean-Claude, je sortais du secteur privé où je dirigeais la maison d'exportation de café et de cacao de mon père. Je me suis retrouvé marié à un président et avec des fonctions de première dame. Quand je suis arrivé au palais, après une semaine, on parlait de conseil des ministres et j'ai demandé à Jean-Claude depuis combien de temps qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres. Ça faisait des semaines qu'il n'y en avait pas. Et j'ai insisté pour qu'il soit bien imbu de tous les dossiers et non ça au ministre Abdil, tel dossier ceci, tel dossier cela. Qu'il recommence à faire les conseils des ministres. Pour vous faire une histoire courte, il m'a dit, je recommence les conseils de ministres à condition que tu sois là. J'ai accepté, mais je lui ai dit que j'ai une condition aussi. Si je peux intervenir en conseil des ministres sur un sujet comme l'éducation, la santé ou la culture, est-ce que tu me permets de le faire? Il m'a donné carte blanche et c'est comme ça que j'assistais. Est-ce que j'ai influencé? Je sais rien, j'espère que j'ai influencé pour le mieux. Insister pour le reprendre série de conseils des ministres. Parce que, ou pas capable d'un gouvernement sérieux, pas d'un conseil de ministres qui fait. Comment on est capable de posséder chaque dossier, ça peut passer à travers le pays. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, ça m'avait choqué que parfois, pendant des semaines, qu'il n'y ait pas de conseil des ministres. Demander les SOCA intervenus sur des dossiers tels que l'éducation. Est-ce que, par moment, dans le conseil des ministres, qu'on était venu? Naturellement. Naturellement, puisqu'il m'avait donné carte blanche pour le faire. Mais seulement pour comprendre. Ça a été la meilleure école pour moi. Ça a été la meilleure école pour moi dans tous les sens. Connaître bien le pays, connaître bien tous les sujets. Je n'intervenais pas
sur question de travaux publics, des trucs comme ça. Ça ne m'intéressait pas sur question ministre de l'Intérieur, ministre ceci, ministre cela. Non, l'éducation, la culture et la santé, c'était les trois priorités pour moi. Et c'est en ça surtout que j'intervenais. Dernière question, Madame Bennett, pour moi. Et est-ce que, selon même en tant que première dame, ou tap vive et gouvernance Jean-Claude Duvalier, est-ce que quelque part, pas de bagaille ou que tu mérites changer, que tu mérites corriger? Mais naturellement, vous connaissez, vous, un gouvernement parfait? Moi, je n'en connais pas. Regardez ce qui se passe maintenant. Mais bien sûr qu'à l'époque, je n'étais pas d'accord avec certaines choses. C'est normal. Et certaines choses, j'étais la voix de la oui au palais avec Jean-Claude. Parce que moi, chaque jour, je ne restais pas au palais. J'avais une fondation qui avait des hôpitaux, des écoles, et à travers le pays. Et chaque jour, j'étais dans un hôpital différent à travailler. Et de dossiers où tu es en désaccord avec eux? Des dossiers quoi? Faut gagner en mémoire de actions gouvernementales posées dans l'époque là, tu es en désaccord avec eux. Mais oui, je peux donner un exemple. Et quand il y a eu la rafle des journalistes, je crois que c'était en novembre 83, Liliane Pierre-Paul, et comment il s'appelle, bon, il y a d'autres noms, c'est Marvel, je crois. Compère Philo. Oui, compère Philo. Et aussi, comment ne pas citer le nom de monsieur Evans Paul. Hein? Pour moi, Evans Paul, c'est un homme de grande valeur morale et il a été victime de notre gouvernement, mais il prône toujours la réconciliation, il prône toujours la non-violence et le pardon. Et je lui en sais gré. Mais quand j'ai su que cette rafale allait se faire, j'ai pété un câble, excusez-moi l'expression française, hein, mais j'ai pété un câble. Et Jean-Claude a été mal renseigné là-dessus. Et ça s'est débordé. Et je regrette chaque jour ce que Liliane a subi. Je regrette chaque jour ce que chacun de ces hommes a subi. Pour moi, ça a été une tâche de notre gouvernement. Et je le regrette. Jean-Claude l'a regretté aussi. Mais je vais vous raconter une anecdote. Quand Jean-Dominique, qui a été un grand ami de Jean-Claude Duvalier, bien avant que je ne l'épouse, quand Jean-Dominique ouvrait son émission chaque matin à Radio Haïti, il disait « Bonjour Port-au-Prince », non, « Bonjour Haïti, bonjour Port-au-Prince, bonjour le prince ». Qui était le prince pour lui? C'était Jean-Claude. Mais au fil des années, l'amitié s'est refroidie. Et savez-vous que quand Jean-Dominique a été expulsé après cette rafle, vous savez que par l'intermédiaire de mon père, Jean-Claude envoyait de l'argent chaque mois à Jean-Dominique à New York. Alors, que Haïtien pas venu parler en pile dans la tête, moi, que Jean-Claude était mauvais. C'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de généreux qui aimait son pays. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on lui rende hommage. Il y a eu des erreurs impardonnables, mais parfois ça a débordé. Michel. Oui, Gary. Écoute, Michel, cette question que je vais te poser, c'est une question un petit peu, je dirais, difficile. Mais comme tu es une femme de grande ouverture, de grande culture, je dois de toute façon te la poser. Tu peux me parler de Véronique et de la mort de Jean-Claude? Quelle relation? Je n'ai jamais rencontré cette femme. Quand Jean-Claude a commencé à la voir, j'ai toujours pensé que, étant divorcé ou séparé ou divorcé, il avait droit à sa vie privée. Gary, mon principe, la famille. 107.7 FM stéréo.
Je ne mêle jamais de la vie privée des gens pour une simple et bonne raison. M'pa vle ou vin mêler là fait pas moi. Jean-Claude avait droit à sa vie privée. Mais cette femme n'a pas été assez intelligente pour être gentille avec mes enfants qui étaient petits et toujours en bas âge. Et quand Jean-Claude est décédé, il vivait toujours avec elle, mais la veille de la mort de Jean-Claude, il y a eu, d'après ce que me dit l'entourage de Jean-Claude, il y a eu une grande dispute et il a laissé là où il vivait avec cette femme. J'étais en Haïti à ce moment-là. Nicolas, et quand Jean-Claude est décédé, je l'ai su par le docteur Gérard Pierre qui était son cardiologue. Il me dit, je t'appelle, je suis chez le colonel Baguidi, j'ai une mauvaise nouvelle, le président est décédé. Je lui ai dit, Doc, tu gardes le corps et tu attends l'arrivée de mon fils Nicolas. Et c'est comme ça que Nicolas, j'ai appelé Nicolas et je lui ai dit, tu vas trouver ton père, j'appelle Paxila et tu es en charge du corps de ton père. Thierry, excuse-moi, et Gary, c'était des mauvais moments pour moi et mes enfants. Anya était à Paris, il fallait que je lui annonce que son père est décédé. Personne ne s'y attendait. Et c'est moi qui ai pris en charge toutes les funérailles de Jean-Claude, malgré qu'on était séparés depuis de nombreuses années. Je l'ai fait pour Jean-Claude, je l'ai fait pour sa famille, je l'ai fait pour mes enfants. Et cette femme, je n'ai jamais eu de relation ni de près ni de loin avec elle. Et je l'ai vue pour la première fois aux funérailles. Mes enfants, Nicolas et Anya, j'ai dû me battre pendant 2 jours pour qu'ils acceptent sa présence. Ils ne voulaient pas de la présence de cette femme aux funérailles de leur père. J'ai dû insister pour leur dire, Timoun, pas fait ça. Si nous pas accepté, je pourrais le dire, c'est moi-même. C'est à ce moment-là qu'ils ont accepté et qu'ils lui ont fait, Nicolas lui a fait un message qu'elle était invitée aux funérailles. Voilà, c'est tout. Je ne peux rien dire de cette femme, je ne la connais pas. Dis-nous, y apprend non, puis le monde parlait, yo dit que il était venu en difficulté, et puis yo poussé le non escalier, et puis il mourit. Est-ce que c'est ça qu'on gagne comme information? Qui a poussé qui, Jean-Claude? Non, j'ai pas entendu ça. Tout ce que il est mort d'une grosse crise cardiaque. Jean-Claude était déjà souffrant. Et on dit qu'il s'était disputé avec cette femme, mais Gary, je n'étais pas là. Et à ce moment-là, il a décidé d'emménager chez le colonel Baguidi, qu'il a reçu et que je remercie. Après, Michel, dernière question. Qui sont capables de dire à pays pendant qu'on vivre en dehors du pays et pour suivre tout ce qui a passé dans l'actualité? Dernière question, 40 ans après. Ouf, Gary, tu sais, après le décès de Jean-Claude, en 2016, j'ai décidé de parler de nous, de parler politique sur les réseaux sociaux. T'as compris tout sur les réseaux? Ah, mais tu sais, Gary, j'ai 75 ans, chérie. D'homme l'âge, comme on dit. Ça ne m'atteint pas du tout. Parfois, je leur dis, on parle mal et bien rajouter, non, ou mettre rajouter tout ça, on dit le bon. J'ai passé l'âge. Gary, tu sais, chaque année, le 7 février, maintenant ça fait 40 ans, j'écoute les mêmes vieux radoteurs qui défilent sur les ondes des radios à ressasser les mêmes sempiternelles anecdotes. Comment ils ont tous fait la révolution de 86, même si pour la plupart, écoute, là, certains étaient toujours en couche culotte. Tout ça pour cacher leur échec des dernières 40 années. Au toi que je m'y mette devrait plutôt être leur slogan. Et qui message va vous la génération ça
je dis à 40 ans après, et qui sont abdits jeunes. Tu sais, pour les jeunes, surtout les jeunes, parce que génération actuelle, là, ils ont déjà prouvé que nous pas qu'à commencer avec eux puisque ils ont échoué depuis 40 ans. Pour cette nouvelle génération, la jeune génération, je pense que Haïti a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants, d'une réforme des mentalités et surtout des valeurs individuelles et collectives. Il lui faut un mouvement fondé sur des véritables valeurs républicaines. La jeunesse haïtienne manque de modèles, Gary. Il manque de modèles inspirants et de sentiments d'appartenance nationale. L'identité haïtienne, ce que signifie être haïtien, doit être définie d'une manière qui correspond non seulement à notre réalité, ce qu'on vit maintenant, les réseaux sociaux, la presse, mais aussi à ce que nous aspirons à devenir en tant que nation et peuple. Pour moi, l'avenir est avec les plus jeunes générations. Est-ce que jeune sa yo ap di là, est-ce que yo conscient de ça? Et oui, parce que je corresponds avec beaucoup de jeunes en inbox, Facebook, Instagram, Twitter, qui me demandent des conseils. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent que l'histoire qui est déformée par des prétendus historiens que j'écoute, comme dit Tintin, excusez-moi, il y a parlé de Zin, mais Zin, ça lié, Zin pas fait un pays. Les jeunes veulent apprendre, ils veulent servir leur pays, mais on ne leur donne aucune chance. Apprenant. Pardon? Yo va pas prendre ça prendre yo, Madame Bennett. Mais, vous connaissez, c'est pas toute classe intellectuelle là, qui pourrit. On a toujours d'excellents professeurs dans les facs. On a toujours d'excellents professeurs dans les facs. Moi, j'en connais toujours. Mais, quel exemple on donne maintenant aux jeunes? Il faut qu'on arrête de vivre dans une transition. Il faut absolument, par exemple, Fils Aimé n'est pas de ma génération, j'ai connu son père. Mais, oui, Boulon, qui ne connaissait pas Boulon, excuse-moi. Mais Fils Aimé, choisi par les Américains, malheureusement, il n'a pas fait grand-chose pendant qu'il était là. Mais maintenant, il faudrait peut-être qu'il s'y mette. Parce que Gary, il n'aura pas de chèque en blanc. Hein. Il a le devoir d'organiser des élections avant la fin de l'année, mais il doit impérativement sécuriser le pays, Gary, en reprenant le contrôle des territoires perdus, comme l'autre a dit, l'ancienne ministre. La ministre de la Justice et de la Culture, est plus prophète. La ministre de l'Inculture, je dirais. Excuse-moi, Gary, tu sais, l'opposition typique m'a voyelle parce que moi, je ne pas faire un cadeau. Et puis, il doit faire des élections. Pourquoi pas des élections à l'instar de M. Privert, pour lequel j'ai beaucoup de respect et que je salue. Fini. Nous allons finir. Moi, posons une question. Dernière question, vraiment dernière question. Gary, tu ne veux plus me quitter, hein? Tu ne veux plus me quitter. Non. Je reste collé à ta peau. Ok. Michel, écoute. Et si on fait des marches pour venir en Haïti, est-ce qu'on va venir au pays? Dernière question. Mais Gary, je ne comprends pas. Tu es informé. Moi, je retourne en Haïti. Je visite Haïti depuis 4 jours après le tremblement de terre de 2010. Maintenant, c'est pas 2010. Mais maintenant, on n'a pas besoin des marches. Pour revenir et vivre en Haïti. Mais Gary, excuse-moi. Je vais être franche et sincère avec toi. J'ai passé l'âge à 75 ans. Et de vouloir maintenant vivre en Haïti. J'en avais envie il y a quelques années. Mais quand je vois ce que ça devient, excuse-moi, à cause de l'insécurité, mes enfants, la famille m'interdit d'y aller depuis
quoi, 2015-2016, je m'en souviens plus la dernière fois que j'étais là. J'étais bien, mais un pays en insécurité, Gary, j'ai 75 ans. Tu sais, à cet âge, on est vieille, on a des petits soucis de mécanique, il faut changer certaines pièces. Je visite davantage les hôpitaux et cabinets de médecins. Et de ne pas dire jamais, parce qu'en fait, il y a un de vos enfants qui est capable de porter le candidat, Nicolas, candidat à la présidence. Sylvie, une présidente, faut assister à c'est toi qui le dis, Nicolas. Quand même, Michel. Nicolas est Duvalier, il restera un Duvalier. S'il décide un jour de se présenter, je serai à côté de lui. Mais, pour te dire franchement, il ne m'en parle pas et je le vois un peu plus en retrait de tout ça. Michel, je suis content de parler à matin. Ça a été un plaisir. Je t'embrasse et j'embrasse toute la rédaction et j'embrasse surtout le peuple haïtien à qui je souhaite bon courage. Je vous envoie des fleurs de prime vert, des roses rouges ce matin. Merci, Gary.